Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai envie de parler d'un calibre de gros bourrin. Et si on parlait du 338 Lapua Magnum? On est parti. Bon allez, on est parti, on attaque la partie historique, puis dans une deuxième partie, on va plutôt aborder la partie recommandation d'usage et le contexte actuel du 338 Lapua Magnum. Bon, l'idée, c'est que, historiquement, on va se replacer dans les années 80. Dans les années 80, les États-Unis sont à la recherche d'un calibre de tir antipersonnel jusqu'aux alentours de 1500 mètres. L'idée étant de diminuer le gap qu'il y avait entre le 7.62 et la 12.7. La 12.7 est capable de faire du tir antipersonnel jusqu'à 1500 mètres, mais au-delà, mais on a simplement une arme qui est trop lourde, trop encombrante, et bref, c'est too much pour de l'antipersonnel, ok pour de l'antimatériel, mais c'est démesuré pour de l'antipersonnel. A l'époque, il existait déjà le calibre 300 Winchester Magnum, mais ils se sont rendus compte que d'un point de vue pénétration de protection balistique, c'était pas le pied. Tout simplement, on a une bonne balistique, mais ça tape pas assez fort pour percer suffisamment de protection balistique à longue distance. Et donc leur cahier des charges, suite à tout ça, a été assez simple. On veut un calibre 338 qui pousse un projectile de 250 grains à 3000 pieds par seconde, ça fait à peu près 915 mètres par seconde, et surtout on veut qu'il soit capable de percer jusque 5 épaisseurs de protection balistique. Donc ça veut dire, en fait finalement, le développement de deux choses, même trois, d'une arme qui est capable de bien permettre ce tir antipersonnel jusqu'à 1500 mètres, qui est capable de résister à une munition suffisamment puissante avec des pressions énormes qui va balancer un projectile de 250 grains à 900 mètres par seconde, et surtout le travail d'un projectile qui a une perforation, une pénétration suffisamment importante pour percer ces épaisseurs de protection balistique. Là on parle vraiment d'un système complet. Et pour ça, ils ont contacté la société RAI, Research Armament Industry, qui est une toute petite société américaine qui est spécialisée dans le domaine de la défense et de tous ces genres de systèmes. Mais cette société est simplement trop petite pour faire tout le projet toute seule, et donc elle va s'accompagner d'un certain nombre de partenaires, notamment Hornady sur la fabrication du projectile, mais également Bell & Brass Extrusion Labs, je crois, la société, qui était également une petite société qui était plutôt spécialisée dans la fabrication d'étuis. Le projet commence, et on oublie l'arme, l'arme s'est développée directement par RAI en interne. On commence du coup le développement et on se base sur un étui de 378 Weatherby Magnum, qui est un énorme calibre, qui est plutôt orienté sur la chasse du Big Five, c'est-à-dire les 5 plus gros gibiers africains. On va diminuer la taille du collet pour le passer à 338 et puis on va du coup essayer ce type de munition. Il se trouve que ça fonctionne pas trop mal, sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est des problèmes d'alimentation au chargeur, où ils ont tendance à avoir des alimentations qui sont pas très fiables, et puis également ce qu'on appelle des sticky bolts, donc des culasses où c'est assez dur de lever et d'extraire. Bref, des problèmes d'extraction, c'est pas hyper fluide, c'est pas hyper agréable, on va plutôt partir sur un autre calibre. On va donc du coup s'intéresser sur le 416 Rigby, qui est également un calibre qui a été plutôt designé pour la chasse du Big Five africain, et on va également restreindre le collet en 338, et puis on va pousser un projectile de 250 grains suffisamment rapidement pour atteindre les objectifs de l'armée américaine. Simplement, ça veut dire des pressions conséquentes, c'est-à-dire des pressions de 4000-4200 bars, voire plus au début. Et simplement, cet étui de 416 Rigby, à l'époque, n'avait pas du tout été dimensionné pour ce genre de pression. À l'époque, il faut quand même s'imaginer que c'est un calibre qui est déjà plutôt vieux à l'époque, et qui à l'époque était designé pour tirer des projectiles avec des pressions maximum de 3000-3300 bars. Simplement, l'étui de base n'est pas assez robuste. Et donc, quand on le neck down en 338 et qu'on pousse les pressions, les étuis complètement s'éclatent, se coupent en deux. Et quand on vient extraire l'étui, on extrait le culot et le reste de l'étui est encore dans la chambre. C'est assez problématique sur un champ de bataille. On essaye de blinder cet étui, mais cette petite société a un peu de mal. Et RAI va simplement leur enlever le projet pour le confier à une société qui est connue et reconnue mondialement pour la qualité de ses étuis, c'est Lapua. Et c'est là que Lapua intervient dans la conception du fameux 338 Lapua Magnum, qui n'a pas encore ce nom-là à l'époque. Donc ils font des essais de blindage de cet étui et ça fonctionne plutôt pas mal, on commence à avancer bien. Simplement, l'armée américaine, lors de ces genres d'appels d'offres, mettre des timings. Et là, le timing est tellement serré que RAI se dit de toute façon on n'y arrivera pas, on n'a plus le temps, on abandonne.
Donc ARI se retire de ce projet de munitions de sniping de l'armée américaine, et la PUA se retrouve un petit peu, désolé l'expression, comme un con. Merde, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste de monter à bord du bateau et tout de suite ça s'arrête. Bon, et ben nous on va continuer en nom propre, puisque la PUA, on sait faire des projectiles, on sait faire des étuis, on a des fabricants d'armes qui sont dans le secteur, on a SACO, la PUA, SACO, Accuracy International, etc. Allez, nous on continue, on prend le projet en notre nom propre. Donc pour ça, ils vont contacter SACO pour la fabrication d'armes qui sont capables d'accepter ce 338, et pareil pour Accuracy International, et le projet continue avec la PUA à la tête du projet. Ils vont designer cette fois-ci un projectile qui va être basé sur la D46, qui est déjà un projectile de l'époque avec une... Vous verrez, je vais vous mettre une photo à l'heure actuelle avec un cul qui est assez particulier. On n'est pas sur un bobtail, c'est une autre terminaison. Ce projectile-là va les inspirer et va créer la D406, qui est le projectile FMJ, encore aujourd'hui utilisé en 338, la PUA Magnum. Ce projectile va avoir des propriétés de pénétration et de pouvoir d'arrêt assez impressionnants, et c'est le projectile qui sera retenu pour le 338, la PUA Magnum, qui n'a pas encore ce nom à l'époque. À l'époque, on a toujours la dénomination 338/416 pour rappeler l'héritage de l'étui du 416 Rigby. On va faire subir un certain nombre de modifications à cet étui, on va le blinder, notamment on va augmenter les épaisseurs de parois, on va augmenter la partie arrondie au bas de l'étui qui fait le pont entre le culot et les épaisseurs de parois, parce que c'est généralement au bas de l'étui, juste au-dessus du culot, qu'on a une séparation de l'étui, donc on doit fortement blinder cette partie-là. Bah, tout ça fait que le projet progresse, et même que, en 1986, un tireur qui est sponsorisé par la PUA gagne le championnat milliard sur un pas de tir militaire avec un prototype du 338 qui à l'époque n'est pas encore le 338 la PUA Magnum. Et donc du coup ils disent bon on tient quand même quelque chose, ça a l'air de bien fonctionner notre histoire. Bon ça prend un peu de temps et en fait entre les deux, bah, l'armée américaine dit carrément stop, ok le projet est trop long, ça prend trop de temps, on va passer sur autre chose, merci d'avoir essayé, on arrête tout. Bon là la PUA se retrouve un peu comme des cons, on a un truc qui est prêt à fonctionner, on est presque au point et ça y est c'est fini. Bon bah, c'est pas grave, on va aller au bout, pour maintenant on a presque terminé, on fait établir ce calibre en tant qu'un calibre CIP, donc il sera adopté au registre CIP en 1989, et voilà, on a enfin une munition qui peut être commercialisée mondialement puisque enregistrée dans les registres. Tout ça, bah, ça a du coup du bon, ça a le fait que bah, les États européens, le vieux continent, a lui aussi des besoins assez similaires finalement que l'armée américaine, et eux vont dire, nous on donne une chance au 338 la PUA Magnum, et notamment par le biais d'Accuracy International et de SACO, puisqu'encore aujourd'hui, en 2023, un certain nombre d'armées sont équipées de 338 la PUA Magnum. Avec une grosse majorité de TRG-42 ou d'Accuracy International, on en a en Angleterre, en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, bref, il y en a partout. Bon, il n'y a que l'Autriche qui fait un peu banc à part, où ils sont en 338, mais eux avec des Ster. Mais voilà, globalement, ce calibre a été adopté par les forces armées comme étant un très bon calibre intermédiaire entre le 7,62 et le A12-7. Et donc l'objectif a été atteint. Simplement l'objectif c'était plutôt d'équiper l'armée américaine, mais finalement ils se retrouvent à équiper toutes les armées européennes. Bon, au final ils s'en sortent pas si mal dans leur malheur, si je puis dire. Et donc, eh bien, ce calibre va également se voir doté d'un certain nombre de projectiles très efficaces et très spécialisés. Comme sur la 12-7, on va réussir à retrouver des projectiles à pointe perforante, incendiaire, explosive incendiaire, traçante, bref, tout ce qui est possible et imaginable en 12-7, et ben on va retrouver des déclinaisons miniatures en 338 la PUA Magnum, même si c'est pas si miniature que ça, puisque le 338 la PUA Magnum va terminer comme ceci. C'est donc un étui, enfin une munition qui fait 93,5 mm de long, on a un volume d'étui exploitable qui est énorme, 116 grains. Alors attention, 116 grains, c'est 116 grains de volume d'eau, on mesure toujours une capacité d'étui en volume d'eau. Et le grain, c'est pas des grains de poudre, c'est l'unité impériale américaine pour mesurer un poids. Bon, c'est comme ça. Donc on se retrouve avec 116 grains de volume utilisable. En comparaison, un 308, c'est 54 grains. On est à plus du double de volume de poudre qu'un 308, donc c'est quand même quelque chose. On se retrouve avec des pressions de fonctionnement de 4200 bars. Pour rappel, les armes qui doivent passer au banc d'épreuve pour tirer ces munitions-là doivent tester et valider des pressions de fonctionnement de 4200 bars, plus 25% pour être tamponné CIP, et être considéré comme sûr pour la commercialisation.
Donc tout ça fait qu'on a des munitions qui développent aux alentours des 6600, 7000 joules dans les canons les plus longs. Bref, c'est un monstre de performance qui est vraiment initialement taillé, désolé de l'expression, pour tirer du bipède récalcitrant, qui aujourd'hui fait très bien le job pour du tir sur cible et particulièrement du tir sur gong. Notamment, on le retrouve énormément dans les compétitions telles que le King of One Miles, etc. Bref, un calibre qui initialement est né pour faire la guerre, qui aujourd'hui fait aussi bien la guerre que du tir sportif. Et si on prend le constat aujourd'hui, en 2023, est-ce que ce calibre est vraiment seul à faire ce job de tir antipersonnel jusqu'à 1500 mètres avec ce niveau de performance? En fait, finalement, non. Quand on regarde, bon là, il n'y a qu'un petit exemple de tous les calibres qui existent mondialement, mais par exemple, dans les calibres 338, qui développent dans les 6000 joules, il y en a quand même une chier aujourd'hui en 2023. On a le 33 Nosler, on a forcément le 338 APU Magnum, on a le 340 Weather by Magnum, on a le 338 Remington Ultra Magnum et le 338-378 Weather by Magnum. Bref, il y en a un petit paquet, et le 338 Norma Magnum, j'espère que je l'avais cité, parce que celui-ci a une petite tenue particulière dans mon cœur. Tout ça pour dire que ce calibre finalement ne fait rien de révolutionnaire, un certain nombre de calibres le fait également, mais ce qui a fait sa grosse adoption, c'est tout le package en fait. C'est le fait que aujourd'hui, c'était un calibre qui a été développé dans un besoin militaire, qui a été adopté par des armées, et c'est ce fait-là qui a fait que ça a été adopté dans le marché civil. C'est rassurant quand des armées acceptent un nouveau calibre, c'est que généralement, 1, c'est un calibre performant, et 2, c'est un calibre qu'on va voir dans les étages pendant des années et des années. On n'adopte pas un nouveau calibre pour quelques mois ou quelques années. C'est souvent, ça joue sur des décennies. Et donc ça, c'est très rassurant pour les utilisateurs, puisque ça veut dire qu'on aura une disponibilité de composants, de munitions, etc. pour longtemps. Et ça, c'est la chose qui rassure. On est sur le point d'acheter une arme, une configuration à plusieurs milliers d'euros, parfois près de 10 000 euros. Et on veut être sûr que dans 2-3 ans, on a toujours les étuis, on a toujours les composants. Et on ne peut pas vraiment dire la même chose de tous ces calibres-là derrière. Essayez de trouver des étuis en 338-378 Weather by Magnum, bon courage. Essayez de trouver des étuis en 340 Weather by, bon courage. C'est très compliqué. Alors que des étuis en 338 APU Magnum, désolé, mais aujourd'hui on trouve ça assez facilement. Alors on va pas trouver ça à la boulangerie du coin, mais néanmoins ça reste quasiment aussi facilement trouvable que du 6.5 Creedmoor. Donc c'est une chose qui est hyper rassurante et qui encourage les gens à partir vers ce calibre plutôt que ces autres calibres exotiques. Bon, on arrive maintenant à mon avis très personnel sur ce calibre. Je pense que c'est un excellent calibre, je l'adore, moi personnellement je le tire également. Depuis tout à l'heure vous voyez, moi j'ai une 338, une Scorpio, alors... C'est typiquement la différence entre une arme militaire et une arme de tir sportif. Là, on est plutôt sur une arme typée militaire. Pourquoi? Parce qu'on a un encombrement qui est limité, on a un canon de 26 pouces, on a une crosse pliable. Bref, ça en fait un package qui est relativement portatif, mais d'un point de vue performance pure, le canon de 26 pouces est trop peu pour vraiment aller chercher de très longues distances. Là, on est vraiment dans l'objectif de tirer du bipède récalcitrant et très peu du gong. À titre personnel, j'ai acheté cette arme plutôt par coup de cœur esthétique et puis également parce que c'était une bonne affaire à l'époque et que dans tous les cas, si je veux changer le canon et passer sur un 28 ou un 30 pouces, je pourrais toujours le faire dans un second temps. Mais clairement, c'est pas forcément une arme que j'aurais tendance à conseiller pour du tir sur cible, du tir sur gong à proprement dit. On est plutôt, je casse tout, sur de l'arme militaire. Sur de l'arme de tir sportif, moi je vais conseiller plusieurs choses. Déjà, on va plutôt s'orienter sur des projectiles lourds. On va plutôt s'orienter sur du 285, voire du 300 grains chemisé. Ça va permettre d'avoir un plein effet du gros coefficient balistique qui est proposé par les 338 l'APU Magnum. On peut rester sur du 250 grains standard à condition qu'on ne dépasse pas les 1000-1200 mètres. Mais bon, quand on achète un 338, c'est plutôt pour aller chercher un petit peu au-delà. On est aussi capable d'aller chercher de très bonnes performances balistiques en chargeant avec des projectiles monométalliques de 250 ou 260 grains. Ça booste réellement les performances de ce calibre. Une chose que je vais vraiment vous conseiller, et je vais mettre un point d'honneur là-dessus, par pitié, si vous achetez une arme aujourd'hui, s'il vous plaît, prenez un pas de 10. Évitez, fuyez comme la peste les pas de 12. Plusieurs raisons à ça. Les projectiles modernes sont de plus en plus lourds, parce qu'ils offrent de meilleurs coefficients balistiques, et c'est finalement un peu le roi, le coefficient balistique, pour ces armes-là, fait vraiment pour tirer loin. Et donc le pas de 12 va se retrouver vraiment bridé à du 250 grains, et guère plus, et vous ne pourrez jamais profiter des 300 grains et des nouveaux projectiles qui vont arriver dans les années à venir.
En plus de ça, l'avenir est assez incertain autour de l'avenir du plomb en Europe, avec les lois qui sont en train d'essayer de nous pondre. Il n'y a rien qui dit que dans 5 ou 10 ans, on ne se retrouve pas à plus pouvoir tirer de plomb, et si tel est le cas, on devra obligatoirement tirer du monométallique. Et pour stabiliser du monométallique, il faut des pas courts, donc des pas de 10, voire plus courts. Donc si vous voulez quelque chose de future-proof, un pas de 10 ou plus court. Les pas de 12, on évite. Ou alors il faut vous dire qu'il faut vous garder un budget pour dans 5 ans changer le canon parce que vous allez vous faire rouler. Ensuite, d'un point de vue arme, si on parle en point de vue arme, j'aurais tendance à conseiller 2-3 choses. Bon, déjà, le 338 la PUA Magnum est pour moi le calibre roi pour faire un custom. Si vous voulez vous faire plaisir avec un 338, déjà si vous avez un gros budget, parce que vous avez les reins solides pour assurer le prix de ces munitions, et donc vous avez potentiellement les moyens de vous acheter un custom. Faites-vous plaisir, faites-vous un custom. C'est vraiment le moment et le calibre parfaitement adapté pour un custom, le 338 la PUA Magnum. Alors ok, ça coûte un peu cher, c'est un peu long, c'est un peu de paperasse, mais finalement, bon, c'est un investissement sur du long terme, et finalement les customs ça perd quasiment jamais de valeur, donc pourquoi pas. Si par contre vous voulez une arme assez rapidement, donc vous voulez une arme sortie des grands fabricants, j'aurais tendance à en conseiller 3. Mes petits préférés, Victrix, la Victrix Sceptre en 338, eux ils ont tout compris. Eux c'est vraiment le 338 dans sa version sportivisée, puisqu'on est sur un canon de 32 pouces qui va maximiser les vitesses du 338. On a un bag rider ajustable, on a une action qui est topissime. Bon, le seul problème c'est le budget. Voilà, on est sur des armes à 8000 €. À titre personnel, cette Sceptre collerait beaucoup plus à mon utilisation que la Scorpio que j'ai derrière, mais que voulez-vous, j'avais pas le budget à l'époque. Puis en plus à l'époque elle n'existait même pas encore quand j'ai acheté celle-là. Une deuxième arme, bon, Cocorico, on va parler français, PGM Mini E4. Bon, je suis pas particulièrement fan de PGM au grand global, mais il faut avouer que sur cette carabine-là, ils ont fait un sacré bon boulot. Ils ont vraiment compris qu'il fallait des canons longs pour exploiter ce calibre. En plus, on a la possibilité de changer assez rapidement les canons, puisqu'ils ont des canons directement qu'on peut venir monter assez facilement sur l'arme. Les canons sont d'une excellente qualité, c'est du Lothar, l'arme est bien finie, l'arme est robuste, et la preuve c'est qu'elle a gagné le dernier King of One Mile, donc c'est pour moi une très bonne solution. En revanche, je suis très peu à l'aise avec la politique commerciale, où on ne monte pas les prix, où tout est fait un peu en bisbille par mail. Bon, ok, maintenant aujourd'hui vous pouvez assumer vos prix, on est plus choqué de voir des armes à 8000 € ou 10 000 €, donc mettez vos tarifs en public, merde, faites quelque chose, arrêtez de vouloir nous envoyer des petits mails, je trouve ça dépassé et ringard. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, ils peuvent pas être parfaits. Ensuite, une dernière arme que j'aurais tendance à conseiller sur le 338, et là c'est un peu le rêve qui part, c'est une Accuracy. Accuracy internationale, AXMC en 338 la PUA Magnum, c'est mon rêve quoi. Je pense que demain je gagne au loto, la première chose que je fais c'est j'achète une nouvelle maison, et la deuxième chose que je fais c'est que j'achète une Accuracy, je mets une ZC au-dessus, et puis voilà, je pense que voilà, c'est un rêve de gamin, une Accuracy internationale en 338 la PUA Magnum. C'est quand même l'arme emblématique qui a porté et qui a fait monter en flèche le calibre. Donc moi clairement j'aurais tendance à partir là-dessus. Bon voilà grosso modo, une dernier petit point, on va parler des prix quand même, parce que le 338 c'est pas un calibre anodin, ça coûte une blinde à faire fonctionner, mais c'est là où le rechargement porte tous ses fruits. On trouve aujourd'hui les amorces à 20 centimes, on trouve des projectiles la PUA 300 grains aux alentours de 80 centimes, les étuis valent 300 € le 100, on va les tirer 10 fois donc ça fait 30 centimes l'étui par coup. La poudre on en met à peu près 6 grammes, ça va faire dans les 60 centimes de poudre. Ça nous revient grosso modo 2 € le coup en munitions rechargées. Bon, c'est pas anodin, mais ça reste abordable. Si on prend la même munition achetée toute faite, en qualité la PUA, on est à 70 € le 10, ça fait 7 € pièce. Dites-vous que 338 la PUA Magnum rime forcément avec rechargement. Vous ne pouvez pas assumer le fait de tirer du 338 la PUA Magnum avec des munitions manufacturées, ou alors vous êtes riche comme Crésus si vous en avez rien à foutre, mais c'est pour ainsi dire une obligation. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut fortement prendre en considération quand on va partir sur ce genre de calibre. Bon voilà ce qui marque la fin de cette vidéo, j'espère que ce format vous aura plu, et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.